ce webinaire qui va traiter effectivement du sujet de la stratégie financière qui est adossée effectivement à une perspective de rebond, de croissance post-Covid-19. Effectivement, Olivier, tu le disais très bien, le 11 mai, c'est le passage vers une nouvelle étape, avec fort probablement pour ici, en région Hauts-de-France, un déconfinement qui sera, à mon avis qui va être progressif parce qu'effectivement, je pense qu'on va rester quand même en zone rouge, donc on verra ce que ça impliquera, et notamment ce que ça impliquera au niveau professionnel dans nos entreprises. Voilà, donc construire sa stratégie financière post-Covid, c'est le sujet donc de ce soir. Alors voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'interrompre d'une forme ou d'une autre pour que je puisse réagir en temps réel. Donc, alors le contexte en fait, je vais juste bouger ça, hop, voilà. Donc, le contexte, en fait, c'est un contexte de crise économique, Covid-19, qui est quand même assez violente. Pourquoi? Tout simplement parce que cette crise se caractérise par une intensité qui est inédite. C'est quand même une période assez unique que l'on est en train de traverser. Une période très brève quand même, on est à l'échelle du mois, donc même des semaines, puisqu'on est dans notre 8e semaine de confinement. Et puis une cause exogène qui est complètement en dehors j'allais dire, du contexte économique classique. Donc une crise économique quand même assez violente, assez marquée. Et fort probablement, la conséquence de cette crise, c'est qu'il y aura donc une récession qui est déjà attendue par la sphère financière, les économistes. On serait de l'ordre d'une récession qui sera fort probablement de moins 5 à moins 10% sur l'année 2020. Alors effectivement, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait un rebond sur 2021 et qui soit de la même ampleur, c'est ce que l'on se souhaite, et c'est un peu aussi sur ce contexte-là et sur ce fond-là qu'on vous présente effectivement un plan d'action pour préparer 2021 et puis les années qui suivront. Voilà. Alors effectivement, depuis quelques semaines, vous avez eu vent effectivement des mesures qui ont été rapidement mises en place par l'État, le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, le report des échéances, etc. On va revenir sur ces points-là et puis on va réfléchir effectivement ensemble à comment préparer le post-Covid. Alors, le thème, c'est un plan d'action pour la suite. Ce plan d'action, on vous le propose en deux volets. D'abord, gérer le court terme, donc l'année 2020 qui n'est pas terminée. On a encore un semestre, plus d'un semestre même à finaliser. Et puis, effectivement, un deuxième temps où on va plutôt se concentrer sur le moyen terme. Alors, 2 temps, mais 6 étapes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer en revue chacune de ces 6 étapes et effectivement, derrière, répondre à vos questions éventuelles. Alors, donc, le court terme. Donc, évidemment, le court terme, quand on parle de court terme, souvent, on va se référer à la trésorerie. Et la sauvegarde de la trésorerie, puisque vous le savez, effectivement, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, et donc il faut pouvoir effectivement la préserver. Donc, tester la robustesse de la trésorerie, c'est la première étape de ce plan d'action. C'est que quand on est, en tant que chef d'entreprise, face à l'incertitude, il faut toujours avoir un œil attentif sur sa trésorerie, et il faut prioriser un niveau correct de trésorerie pour éviter effectivement d'être en défaut.
Alors pour ça, en fait, on ne peut que recommander d'avoir à jour un plan de trésorerie. On reviendra dessus sur ce que l'on entend par plan de trésorerie. Alors pour certains, c'est un outil qui va être dans l'utilisation quotidienne, et puis pour d'autres chefs d'entreprise, hein, parfois c'est le cas, c'est un outil qui n'est pas présent dans l'entreprise, quoi. Donc nous, effectivement, Canopy, ce que l'on préconise, c'est à minima d'avoir un plan de trésorerie qui soit à l'échelle mensuelle. C'est un outil qui nous semble indispensable habituellement, mais qui est encore plus crucial, on va dire, en période de crise et dans ce contexte Covid. Votre propre trésorerie, il ne faut pas l'oublier, elle dépend aussi de celle de vos clients. Si vos clients ne savent plus, ont une trésor qui se tend et qui ne savent plus effectivement vous régler, par voie de conséquence, c'est votre trésorerie qui va trinquer également. Hein, donc ça, il faut absolument rester vigilant sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que on est quand même dans un contexte de crise où il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé effectivement sur le PGE, sur le fait que beaucoup d'entreprises ont affirmé avoir pu se financer assez facilement malgré ce contexte exceptionnel. Mais néanmoins, on verra un petit peu plus tard dans la présentation qu'il faut rester vigilant sur ce sujet. Alors, un plan de trésorerie, voilà, c'est un exemple ici que vous voyez à l'écran. Donc, on retrouve effectivement en colonne les mois de votre exercice comptable. Hein. Là, c'est l'exemple d'une société qui clôture au 31/12. Et on a dans le haut du tableau, en ligne, la partie haute, on a tout ce qui concerne les encaissements. Et puis ensuite, on va avoir progressivement les décaissements, hein, les immobilisations, les échéances d'emprunt, les fournitures de consommables, tous les services extérieurs, etc. Et puis tout en bas, tout ce qui va concerner l'État, les impôts, les salaires, les charges, etc. Et donc, effectivement, le bas de tableau, vous allez avoir un total des décaissements, un total des encaissements, et votre trésorerie, c'est la variation effectivement entre d'un côté les encaissements et de l'autre les décaissements, avec un report effectivement qui va être de mois en mois, puisque le solde de trésorerie du mois N-1 devient le solde d'entrée de trésorerie du mois N+1, du mois N en fait, et ainsi de suite. Donc voilà ce que l'on entend par plan de trésorerie. Alors pour certains d'entre vous, même peut-être la plupart, c'est un outil de pilotage quotidien. Ça n'est que tant mieux. Et c'est un outil qui est important de regarder très régulièrement. Surtout en période de crise où effectivement vous avez la possibilité d'avoir des décalages, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, des décalages dans les encaissements. Alors, ce qu'on préconise également, c'est de mener un stress test. Le stress test, en fait, c'est simplement un terme pour utiliser le fait de dégrader ce plan de trésorerie. C'est de le challenger, en fait, tout simplement, en décalant les encaissements de plusieurs mois. Alors après, vous avez combien de mois? Effectivement, nous, ce que l'on préconise, c'est de 2 à 4 mois. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est tous les encaissements de chiffre d'affaires, vous allez les décaler entre 2 et 4 mois en fonction de votre activité. Vous les décalez et vous voyez en fait comment évolue votre trésorerie. Sur ces décalages et sur les encaissements effectivement que vous laissez par exemple à 1 mois ou à 2 mois, il faut également évaluer la solidité de ces futurs encaissements. Est-ce que c'est un client, est-ce que j'ai échangé avec ce client m'a affirmé qu'effectivement il pourra faire face à la facture que je lui ai soumise. Donc effectivement, là, il est important d'échanger aussi avec vos clients et de vérifier la solidité de ces encaissements. Si vous avez un doute, par défaut et par peut-être par précaution, il faut décaler cet encaissement.
Effectivement, la conséquence de ces décalages, c'est que vous allez fort probablement avoir une trésorerie qui va plonger, hein, comme on le voit effectivement sur le graphique. Alors effectivement, là, c'est un graphique où la trésorerie est bien négative. Alors c'est un exemple un peu caricatural, mais qui montre bien l'effet que l'on recherche. C'est vraiment chercher à dégrader la trésorerie pour voir effectivement quel pourrait être le besoin court terme qu'il faudrait imaginer faire financer, notamment par exemple via un prêt garanti par l'État. Donc la trésorerie, hein, vous le savez, hein, vous êtes entrepreneur, hein, c'est le tueur silencieux, hein, une boîte sans trésor n'existe pas. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est pour cela qu'effectivement ce stress test est vraiment important. Alors les financements de l'État, effectivement, bon, ça fait quand même couler beaucoup d'encre depuis ces dernières semaines. Alors bon, voilà, il y a des solutions de prêt, hein, le prêt garanti par l'État que vous avez peut-être pour certains d'entre vous sollicité, hein, ça se fait notamment via les banques. Il y a le prêt rebond aussi, hein, le prêt rebond full digital, hein, qui se fait en ligne, etc. Donc ça, c'est plutôt via BPI. Le prêt à tout qui reste un prêt classique, hein, de BPI, mais qui se sollicite quand l'entreprise fait face effectivement à on va dire un contexte conjoncturel un peu compliqué, et donc effectivement le Covid, en tout cas le contexte Covid s'y prête bien. Le report des cotisations sociales et des impôts, hein, donc on parle d'acompte d'IS, on parle de taxes sur les salaires. L'URSSAF, c'est les cotisations salariales et patronales, hein, ça a été reconduit pour le mois de mai, hein, après le mois de mars et le mois d'avril. On peut aussi aller chercher des plans d'étalement des créances. Le chômage partiel, pour certains d'entre vous, vous avez probablement activé le chômage partiel. Alors aujourd'hui, il est question du chômage partiel individuel, c'est-à-dire que dès lors qu'on active le chômage partiel, c'est plus forcément au niveau d'un collectif, mais ça peut être au niveau d'un poste dans l'entreprise. En tout cas, c'est des choses qui vont fort probablement être mises en place là très prochainement. Quelques aides exceptionnelles, hein, il y a le fonds de solidarité, les fameux 1 500 € que certaines activités, certaines professions pouvaient prétendre. Les décalages d'échéance d'emprunt, hein, classiquement, les banques ont dû vous proposer un décalage de vos emprunts, du remboursement de vos emprunts, et notamment, par défaut, c'est un décalage de 6 mois. Alors effectivement, ce décalage se répercute à la fin de votre échéancier, hein. En fait, votre échéancier se retrouve décalé de 6 mois. Bon, voilà. Alors ça, c'est quelques solutions qui ont probablement été activées chez vous. Le réseau Entreprendre, effectivement, ils ont un lien Internet avec toutes ces notions-là, donc ça a été bien relayé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, si vous avez des questions, on est là aussi pour répondre voilà, sur ces thèmes. Alors, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est au-delà de ces solutions court terme, c'est de se préoccuper en fait sur le moyen terme de l'entreprise. Donc, ce que l'on entend nous par moyen terme, c'est le post-Covid, quoi. C'est à partir de 2021, puisque bon, l'année 2020, très honnêtement, ça va être une année qui va être compliquée, où beaucoup d'entreprises effectivement feront face à une année blanche, voire une année déficitaire. Pour autant, il faut quand même, en tant que chef d'entreprise, se préoccuper du moyen terme. Donc, moyen terme 2021-2023. Et c'est l'occasion de se poser un certain nombre de questions sur le business model, sur les nouvelles priorités, hein, que l'on peut se donner dans l'entreprise. Et ça doit permettre également d'actualiser, ça doit être l'occasion d'actualiser le prévisionnel, et pourquoi pas de déterminer un nouveau besoin financier qui permettrait d'être financé par la suite. Alors, donc le moyen terme. Donc 2020, effectivement, la récession est là.
Donc, on vient de le voir, il faut maintenir la trésor, ça c'est ce qui est crucial. Dès 2021, probablement une phase de croissance, en tout cas c'est ce que l'on espère. Mais néanmoins, avec un bouleversement de votre plan de développement, voilà, vous poursuiviez une trajectoire. Cette trajectoire, effectivement, elle est complètement bouleversée avec cette année particulière, cet exercice particulier. Et pour vous, il est indispensable de repenser votre croissance. En tout cas, à l'instant T, la seule certitude que l'on a, c'est que tous ces aléas, en fait, malmènent nos prévisionnels. Voilà, donc j'ai juste précédemment du début du confinement, j'accompagnais des entrepreneurs dans leur business plan. Effectivement, en discutant avec eux, on échangeait sur le fait qu'on n'avait absolument pas prévu dans les business plans, dans les prévisionnels, cette période de confinement. Donc, on en riait presque parce qu'effectivement, on se disait, ben, si on avait prévu le Covid, on aurait fait les choses probablement différentes. Donc voilà, effectivement, les plans de développement sont bouleversés, les hypothèses derrière également, et fort à parier que les prévisionnels, effectivement, sont également à repenser. Alors, bon, de toute façon, se projeter sur le futur, sur la croissance de l'entreprise, chez Canopy, en fait, on prône effectivement une méthode, un flux de travail qui est en 3 étapes. La première étape, effectivement, c'est de se reconcentrer sur le projet de l'entreprise. Un projet avant tout avec une équipe, une organisation, avec avant tout un ou plusieurs business models, hein, c'est-à-dire quelle est la structure de coûts, la structure de revenus de l'entreprise. Une roadmap, ce que l'on appelle nous une roadmap, c'est ni plus ni moins le parcours par lequel vous envisagez de passer pour atteindre un objectif qui peut être à 3 ans ou à 5 ans. Donc la roadmap, c'est quel est le cap que je me donne, l'objectif, et puis surtout sur ce parcours, quels sont les jalons, les points de passage par lesquels je compte passer. C'est un peu comme un escalier, hein, et les marches d'un escalier, vous comptez aller au premier étage, vous allez passer par un certain nombre de marches pour pouvoir atteindre votre objectif qui est le premier palier. La deuxième étape, c'est le business plan. Le business plan repose avant tout sur des hypothèses d'activité. Voilà. Quel est le niveau de chiffre d'affaires que je compte réaliser? Ce chiffre d'affaires, est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est à l'export? Pour pouvoir concrétiser ce chiffre d'affaires, quelles sont les ressources que je vais devoir mettre à disposition? Donc ressources techniques, ressources humaines, investissements, les recrutements, les prestataires, les sous-traitants que je vais devoir mobiliser. Donc ces hypothèses vont permettre effectivement de remodéliser un prévisionnel financier. Et ce prévisionnel financier, quand on le couple avec le mémorandum, on obtient le business plan. En fait, le mémorandum n'est ni plus ni moins que la partie rédactionnelle du business plan. Et de ce business plan, on exprime effectivement un besoin financier. Et ce besoin financier nous permet d'aller voir, c'est l'objet de la troisième étape, hein, nous permet effectivement d'aller discuter avec les partenaires financiers qui sont pertinents par rapport aux besoins financiers que l'on exprime, par rapport aux caractéristiques de l'entreprise, par rapport à la structure financière, à l'état financier aussi de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, les partenaires financiers qui, eux, ont aussi leurs critères de sélection, hein, qui peut être un scope d'investissement, qui peut être un ticket, c'est-à-dire le montant financé. Ils ont également leurs propres délais. Et puis aussi, on peut être amené à solliciter des partenaires qui peuvent être haut de bilan comme bas de bilan. Bon, je reviendrai sur ces deux notions, haut de bilan, bas de bilan, je vais revenir. Donc voilà, une méthode en 3 étapes, très simple, qu'il faut suivre pour pouvoir voilà, clarifier la trajectoire de l'entreprise en sortie du Covid et puis se redonner aussi voilà, des objectifs à 3 ans ou à 5 ans.
Alors le business model, effectivement, on l'a vu à la télé pour certains exemples. Hein, la crise, elle peut être source d'opportunités. Elle peut vous amener en fait à repenser certains paramètres hein, de votre business model, par exemple, adapter l'existant. Ça peut être également compléter votre offre, hein, proposer une nouvelle offre. Ça peut être une nouvelle cible de clientèle. Voilà, la crise a fait que finalement, vous vous êtes tourné vers une nouvelle cible de clientèle que vous ne cibliez pas auparavant. Ça peut être de nouvelles formes de communication avec vos clients. On le voit aujourd'hui, par exemple, on est en webinaire, en visioconférence. C'est une nouvelle forme de communication, même si les technologies existaient avant le Covid. Ça peut être un nouveau modèle tarifaire, un nouveau moyen de distribution. Voilà, il y a beaucoup de sociétés qui se sont mis à faire de la livraison à domicile, ce qui n'était absolument pas prévu dans leur modèle économique avant la crise. Voilà, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais l'idée, c'est de prendre le temps de se dire, voilà, effectivement, comment la crise peut être une source d'opportunité pour mon activité, pour mon modèle économique. Alors, le business model. Alors, ce que l'on entend, nous, parmi business model, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, effectivement, business model, il y a plein de façons différentes de le présenter. Nous, on a ce parti pris de le présenter de cette manière-là, c'est-à-dire un positionnement. Et ce positionnement, il est notamment dépendant de 3 bulles. Alors, une première bulle sur la gauche qui est la bulle plutôt orientée client-marché. Donc, la notion de marché, sur quel marché l'on se trouve ou sur quel marché on cible ou on souhaite aller. Effectivement, la cible de clientèle, quel est son besoin, quels sont ses besoins, comment il se débrouille aujourd'hui, sous-entendu quelles sont les formes de concurrence. C'est toujours important de regarder ce qui se fait ailleurs, surtout avec le regard du client, comment le client se débrouille aujourd'hui. Et parfois, on peut être surpris parce qu'il se débrouille par lui-même sans forcément faire appel à une solution concurrente directe. La bulle du milieu qui concerne nous-mêmes, en fait, hein, notre propre go-to-market, c'est-à-dire voilà, comment j'accède à mon client, comment je génère des prospects, comment j'amène mes clients à signer les contrats. Quelle est mon offre, quelle est ma solution, comment je peux faire évoluer cette offre, cette solution pendant cette crise, à l'issue de cette crise. Et puis, effectivement, comment je génère des revenus, comment je génère du chiffre d'affaires. Effectivement, pour faire cette bulle, il faut des ressources. Et ces ressources, elles ont un coût, évidemment. Et là, on retrouve bien les paramètres du business model avec une structure de revenus ici, une structure de coûts. Ce qui vous permet effectivement de maintenir ou d'aller vers un positionnement sur un ou plusieurs marchés donnés. Olivier, pas de questions? Ça va, pas de réaction? Non? Bon, j'imagine que c'est OK. Alors, la roadmap, définissez, il faut définir de nouvelles priorités. Effectivement, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que l'on appelle, nous, roadmap. Hein, c'est simplement, effectivement, de se donner des objectifs par jalon. Bon, les jalons, effectivement, ici, ce sont des jalons qui sont des jalons qui correspondent, qui coïncident avec des années calendaires, mais on pourrait tout à fait imaginer des jalons autres que de jalons calendaires. Enfin, en tout cas, à fin d'année calendaire. Et puis, on va retrouver un certain nombre d'objectifs que l'on peut se fixer, des objectifs commerciaux qui peuvent être une quantité de clients, qui peuvent être un montant de chiffre d'affaires. Ça peut être du chiffre local, régional, hors région, national. Ça peut être de l'export. Donc ça, voilà, ça peut être des jalons commerciaux qui peut être intéressant j'allais dire, d'écrire, de formaliser.
Et puis effectivement, quels peuvent être en conséquence et en pendant l'effort marketing qui va être à fournir pour pouvoir espérer atteindre ces objectifs commerciaux, que vous soyez en B2C d'ailleurs comme en B2B. Quels sont effectivement les recrutements que l'on peut imaginer, hein, donc les aspects RH. Alors effectivement, vous avez déjà vos équipes en place, mais vous pouvez aussi prévoir de nouveaux recrutements pour voilà, pour vous donner la possibilité d'atteindre les nouveaux objectifs que vous vous fixez pour cet horizon 21-23, voire 21-25 si vous voulez faire un prévisionnel sur 5 ans. Quels vont être les investissements également hein, pour atteindre ces objectifs. Et puis peut-être ça peut passer également par des projets innovants, voire également de la R&D avec des investissements qui vont être importants de mener et des efforts qui vont être importants de mener sur cette période. Voilà, donc une roadmap qui est un cheminement par lequel on envisage de passer et qui vont justifier derrière des investissements et des dépenses qui vont effectivement arriver à un besoin financier. Alors effectivement, plusieurs scénarios de reprise économique. Hein. On peut avoir le scénario optimal hein, qui, en économie, effectivement, on appelle ça le scénario V. En fait, hein, on a une chute brutale et une reprise tout aussi brutale derrière. Donc c'est le scénario optimal parce qu'effectivement, on a une crise qui est sans précédent, mais derrière la reprise l'est tout autant. Donc en tout cas, ce serait le scénario idéal post-Covid. Le scénario en U qui est le scénario de moindre mal, puisqu'il y a effectivement une crise brutale, et puis effectivement la croissance met un peu de temps à redémarrer, mais une fois qu'elle reprend, effectivement, elle a plutôt une allure également exponentielle. En tout cas, une croissance très, très, très rapide. Donc, c'est le scénario de moindre mal. Et puis, effectivement, il y a le scénario W qui est le scénario de rechute, hein, une prise brutale, une reprise et puis à nouveau une nouvelle chute. Ça pourrait être le cas si par exemple, nous faisions face à une seconde vague d'épidémie au sortir de l'été, par exemple. Donc, c'est pas ce que l'on se souhaite, mais en tout cas, c'est un scénario qui n'est pas inenvisageable. Alors, il faut revoir les actions, il faut revoir les investissements. Pourquoi pas se dire, OK, on peut lancer des actions contracycliques. Contracyclique, c'est simplement le fait de se dire, on est en déphasage temporel par rapport à la crise. On est en pleine période de crise, et bien effectivement, je profite de cette période pour investir et me préparer et être prêt et être dans les starting blocks au sortir de cette crise. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les actions contracycliques. Alors ensuite, effectivement, 5e étape, c'est actualiser le prévisionnel. Donc là, c'est la revue effectivement des nouvelles perspectives de chiffre d'affaires que vous escomptez réaliser et des nouvelles priorités que vous vous donnez, hein, qui peuvent être de nouveaux marchés, comme on l'a vu, une refonte du business model, etc. Et toutes ces choses-là, en tout cas, nous amènent à de nouvelles hypothèses. Et ces nouvelles hypothèses, elles vont vous permettre de bâtir un nouveau business plan et également d'identifier un nouveau besoin financier. Si votre BP vous amène un nouveau besoin de financement, alors effectivement, il va falloir veiller aux équilibres financiers. Hein, donc ça va être très très important. Ce que l'on entend par équilibre financier, on va y revenir, mais c'est notamment l'équilibre entre le haut de bilan et le bas de bilan, c'est-à-dire entre les capitaux propres de l'entreprise et le niveau d'endettement. Alors effectivement, une fois que vous avez votre prévisionnel, vous avez un besoin financier et ce besoin financier, il va falloir le financer d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, 2020, on l'a déjà vu, un contexte très particulier qui peut être sombre et qui va être sombre malheureusement pour certaines entreprises. L'endettement de l'entreprise peut augmenter. Beaucoup d'entreprises, avant le contexte du Covid, sont déjà endettées normalement ou déjà en limite de surendettement.
avec le Covid, vont chercher un nouvel endettement via le PGE. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est la course à la trésorerie. Donc, effectivement, il faut, par mesure de sécurité, assurer la trésorerie. Donc, on fait effectivement un nouveau prêt, le PGE. Ça ne reste qu'un prêt. Et là, effectivement, le PGE peut faire le point de bascule avec la notion de surendettement. Et là, effectivement, il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que dans le même temps, alors, effectivement, vous n'êtes peut-être pas tous concernés par cela, mais certaines entreprises vont finir l'année avec un déficit, c'est-à-dire un résultat net négatif. Et ce résultat net, par voie de conséquence, il vient grever en fait vos capitaux propres. Donc, il vient les amoindrir, alors que peut-être dans le même temps, l'entreprise passe en surendettement. Et donc, vous pouvez avoir effectivement à ce moment-là un déséquilibre qui apparaît entre le haut de bilan et le bas de bilan, avec potentiellement des conséquences à la clé sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Alors mécaniquement, dégradation de l'autonomie financière de l'entreprise. L'autonomie financière de l'entreprise, grosso modo, c'est le ratio dette sur capitaux propres. Donc idéalement, ce ratio, il doit être inférieur à 1. Donc si ce ratio est dégradé parce que l'entreprise, dans le même temps, se retrouve surendettée, avec des capitaux propres qui sont dégradés d'un résultat déficitaire, ça peut avoir des conséquences. La conséquence, ça peut être d'avoir une difficulté à financer le moyen terme de l'entreprise, c'est-à-dire financer le nouveau plan de croissance qu'on a imaginé avec le nouveau business plan, tel que je viens de le décrire dans les étapes 3 à 5. Et ça peut amener effectivement à une vague de défaillance d'entreprises et assez rapidement d'ailleurs. Ouais, effectivement, pour compléter le propos, ce qui me semble très important de retenir, s'il y avait une chose à retenir de tout ça, c'est attention à 2021. Parce que, bon, on peut penser que 2020, ça va aller, comme les moyens financiers qui ont été mis sur la table sont très importants, au travers du PGE ou autre. On peut penser que vous et vos clients, donc vous indirectement, pourrez passer à peu près tranquillement l'année 2020. Je mets de côté les secteurs d'activité qui sont vraiment les plus touchés à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. Mais bon, pour les autres, on peut penser que 2020, ça devrait aller à peu près en termes de trésor. Et ce qui va se passer, c'est que 2020, ça va être mauvais pour beaucoup de boîtes en termes d'exploitation. Pour une bonne partie d'entre elles, des résultats nets négatifs. Et tout ça, ça a pour conséquence une trésorerie qui va redescendre forcément tout au long de l'année et sur début 2021. Des résultats négatifs, donc des capitaux propres qui ont baissé, et donc effectivement des ratios dette-fonds propres. Si vous êtes endetté et que vos capitaux propres ils baissent sur 2020, effectivement en 2021, vous allez vous retrouver avec un endettement important, des capitaux propres plus bas, et donc quand il va falloir se refinancer en 2021, parce que votre trésorerie n'a pas été bonne, mais que vous allez retourner vers votre banquier avec un bilan en 2020 pas bon, des capitaux propres qui ont baissé. À ce moment-là, ça ne va pas être simple. 2021, ça peut ne pas être simple. Donc, point de vigilance extrême là-dessus. Merci Anthony pour ce complément d'information. Effectivement, ces points de vigilance sur 2021, malgré effectivement l'enthousiasme que l'on a effectivement à aller chercher les solutions financières qui nous permettent de maintenir un niveau de trésorerie tel qu'on les a vus effectivement. Alors la solution effectivement à ce problème potentiel. Maurice, oui. J'ai une question sur le chat. Ne faut-il pas envisager de faire une AGE et un exercice de 18 mois? Oui, c'est une solution, effectivement. Ouais. Ça peut être une solution.
Tout à fait. Là, après, il faut se tourner vers l'expert comptable pour voir les modalités pour pouvoir permettre une clôture sur 18 mois. Mais ça peut être effectivement une solution. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, ça, c'est effectivement une solution. L'autre solution qui nous semble saine, pas forcément la plus simple, mais qui nous semble saine, c'est quand on fait face à un déséquilibre entre des capitaux propres et la dette, c'est de rééquilibrer en fait la structure financière par de l'apport en capitaux propres en fait. Et donc cet apport en capitaux propres, bah déjà c'est comme de l'emprunt, c'est du cash frais qui rentre dans l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle du cash in. C'est de l'argent frais. Ça permet de reconstituer le niveau de capitaux propres et un niveau qui soit acceptable et en équilibre avec effectivement la dette. Et quand on augmente les capitaux propres, généralement, ça permet de faire également effet de levier sur de la dette à nouveau. Vous pouvez être surendetté. Si vous augmentez vos capitaux propres, vous ne serez plus forcément surendetté et même largement dans le vert sur ce ratio, vous permettant même éventuellement de faire un nouvel emprunt pour financer la croissance de votre entreprise. Donc effectivement, on parle de solution de bilan. Hein. Alors, en termes de haut de bilan, pour faire très simple et sans rentrer dans le financement et dans l'ingénierie financière, c'est que en fait, si on regarde comment est financé et comment se construit le résultat d'une entreprise, en fait, une entreprise a besoin de capitaux propres et de dettes pour pouvoir effectivement financer un actif économique. Et cet actif économique, donc, ce sont des hommes, des machines, etc., hein, qui permettent de construire le résultat. En bas à gauche, ici, le résultat. Et ce résultat, en fait, va permettre, en fait, de rémunérer les financiers. Donc, les banques via des charges financières, hein, les fameux intérêts d'emprunt, et puis le résultat net, lui, il est remonté aux capitaux propres et il permet, lui, de financer les actionnaires qui sont en partie propriétaires de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que l'on appelle capitaux propres? D'abord et avant tout, du capital, hein, donc de l'action ou des parts sociales, selon si vous êtes en SARL ou SA, et puis de l'autre côté, les SAS. Bon, ça peut être de la prime d'émission. La prime d'émission, je vais passer rapidement, c'est quand il y a ouverture de capital avec une valorisation. Donc, effectivement, quand il y a valorisation, il y a prime d'émission. Donc, ça reste du haut de bilan pur. À l'autre extrême, tout en bas, on a la dette, hein, l'endettement. Donc, les dettes court terme sur quelques mois, et puis les dettes long terme. Bon, du crédit bail aussi, hein, que vous avez peut-être déjà utilisé. Les garanties contre garanties, puisque qui dit dette dit garantie contre garantie. Ça, c'est par exemple BPI qui est un acteur sur ce sujet parmi d'autres. Ça peut être de l'avance remboursable, ça peut être d'autres choses également. Alors l'avance remboursable, généralement, on la voit chez BPI et ça peut être par exemple pour financer un projet innovant. Bon, il y a également les dispositifs fiscaux, hein, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, qui peuvent influer sur le résultat de l'entreprise. Alors, il y a aussi des outils hybrides que l'on appelle quasi-fonds propres, qui, d'un point de vue comptable, restent de la dette, mais comme c'est de la dette à longue échéance, les financiers le considèrent comme du haut de bilan, c'est-à-dire des capitaux propres. Donc, ils appellent ça des quasi-fonds propres. Donc, on retrouve le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, c'est quoi? C'est l'un des associés de l'entreprise qui met du cash dans l'entreprise. Vous en avez peut-être un. Voilà, en fait, c'est l'entreprise, la personne morale, qui contracte un emprunt, un prêt, auprès de la personne physique que vous êtes en fait. Hein. Mais comme c'est de l'argent où effectivement vous n'êtes pas forcément, vous prêtez à l'entreprise, mais vous ne stipulez pas de manière formelle la manière dont vous allez vous rembourser, ou peut-être que vous allez dire je bloque ce compte courant pendant X années, c'est de l'argent qui devient patient. Et si cet argent est patient, effectivement, il va être considéré comme du quasi-fonds propre. À la différence d'un emprunt classique où la banque vous octroie le prêt, mais dès le lendemain, dès le mois suivant, vous commencez à rembourser cet emprunt. Donc voilà.
Donc, il y a le compte courant, il y a les obligations convertibles, il y a la subvention aussi. Il y a du prêt participatif. On va voir par la suite que l'État commence à se poser la question effectivement d'outils de quasi-fonds propres pour permettre aux entreprises effectivement de passer le cap de 2021 et notamment de ce déséquilibre d'être sur fonds propres. Bon, voilà comment globalement on peut refinancer le haut de bilan. Ça peut être effectivement le schéma idéal. Vous avez la possibilité de remettre au capital de votre entreprise, éventuellement de faire une levée de fonds auprès d'investisseurs, si tant est que vous soyez en mesure de le faire. Ça ne concerne pas nécessairement toutes les entreprises. Et ça peut être également aller chercher des outils hybrides, par exemple de l'obligation convertible ou du prêt participatif. Pour la sphère des financiers, elle est là c'est une vue qu'on a l'habitude de présenter en fait, alors qui n'a pas vocation à être exhaustive. Donc vous avez en fait sur l'axe vertical, hein, l'axe des ordonnées, plutôt sur la partie basse, vous avez les opérations bas de bilan. Sur la partie haute, on va plutôt considérer les opérations haut de bilan. Et sur la gauche du cadran, hein, on a plutôt les partenaires privés, sur la droite, pardon, et sur la gauche, on a plutôt les partenaires publics. Voilà, donc il y a un certain nombre de solutions qui sont mobilisables pour pouvoir effectivement envisager la croissance de l'entreprise. Effectivement, ces solutions de financement ne sont pas liées au contexte Covid. Ce sont des solutions de financement qui sont, je dirais, classiques, en mode de fonctionnement classique, hors contexte de crise. Voilà, le sujet d'actualité, hein, donc ça date du 28 avril, effectivement, hein, le prêt participatif. Donc ça sera dans la deuxième loi de finances rectificative, hein, mais l'idée c'est quoi? C'est que l'État effectivement est en train de réfléchir à des solutions de refinancement des entreprises autres que le prêt, parce que le prêt, ben, ça reste un prêt, il faut effectivement le rembourser. C'est pas le tout de le contracter, avec la problématique de surendettement, de déséquilibre. Et pour rééquilibrer tout ça, peut-être que le prêt participatif peut être une solution. Alors vous allez me dire, effectivement, un prêt participatif reste un prêt, mais c'est un prêt qui peut être remboursé in fine. Enfin, en tout cas, il y a des modalités qui font que ce prêt est particulier, puisque d'un point de vue financier, sera considéré en quasi-fonds propres. Alors c'est un outil non dilutif, donc qui ne vous dilue pas au niveau du capital de votre entreprise et qui peut être une bonne alternative pour effectivement rééquilibrer le fameux ratio dette sur fonds propres. Donc voilà j'allais dire les points qu'on voulait aborder avec vous ce soir sur ce schéma de plan de croissance en sortie du contexte Covid, penser au futur de l'entreprise, avec un regard effectivement particulier sur l'année 2021 à venir, et des contextes parfois d'endettement, de surendettement qui feront que vous aurez peut-être potentiellement de la difficulté à vous faire refinancer à ce moment-là si ça n'est pas correctement anticipé. Et puis également des solutions de financement autres que de l'endettement pour effectivement rééquilibrer la structure financière de l'entreprise et assurer tout simplement la continuité et le développement de votre activité. Voilà, je ne sais pas si Anthony, tu souhaites ajouter quelque chose sur la présentation. On a fait le tour. Non, mais effectivement, hein, le message essentiel, bon, assurer 2020, mais je pense que ça ne sera pas forcément le plus compliqué pour la plupart d'entre vous. Voilà, à court terme, mais attention au moyen terme, surtout si vous souhaitez réengager des démarches de développement, de croissance de l'entreprise, pour ne pas repousser trop loin quand même vos velléités de développement. Effectivement, il faut envisager peut-être des solutions
plutôt en haut de bilan, et en tout cas faire attention à ce ratio dette sur fonds propres qui peut vous empêcher de vous refinancer en bas de bilan, en endettement à horizon 2021.